Bonjour Henri Guénaud. Bonjour Apolline de Manette. Merci d'être avec nous. Vous êtes député UMP des Yvelines, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Le journal Le Point accuse Jean-François Copé d'avoir fait surfacturer par l'UMP l'organisation des meetings de campagne de Nicolas Sarkozy au profit d'une société détenue par ses proches. Il dénonce un coup monté. Est-ce que c'est un règlement de compte? Écoutez, je n'en sais rien. Moi, j'ai lu attentivement cet article. Je n'y ai trouvé aucune preuve, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de soupçons, mais font aucune preuve sérieuse. Si c'était vrai, si cela s'avérait vrai, ce serait évidemment désastreux, notamment par rapport aux militants et aux sympathisants auxquels on a demandé 11 millions d'euros pour régler les frais de campagne à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Le fameux Sarkoton. Oui, Sarkoton, si vous voulez. Mais où sont à l'heure qu'il est... Mais où sont les preuves, où sont les arguments sérieux pour étayer cette hypothèse? Moi, je n'en ai trouvé aucun. Je crois que le moment est venu aussi de rappeler à la presse, aux médias, d'abord qu'ils ne sont pas des procureurs, ce ne sont pas des juges d'instruction, qu'il ne faut pas confondre la presse d'investigation avec la presse une presse de suspicion, voire d'accusation. Dans le climat dans lequel nous sommes, il est extrêmement dangereux de lancer des accusations de ce genre sans être absolument sûr. Il y en a certains, y compris chez vous, comme Lionel Tardy, qui est député UMP comme vous, qui dit c'est un secret de polichinelle, tout le monde savait. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes? Non, moi je n'ai pas de raison d'avoir de doute. Moi j'ai participé à cette campagne avec le président Sarkozy. Cette question n'est jamais venue sur le tapis. Aucun d'entre nous à ses côtés, lui le premier, ne s'est jamais occupé de ces questions lui-même de logistique. A jamais dit qu'il y avait des doutes sur le prix, sur les coûts, sur quoi que ce soit. Vous n'avez jamais entendu ce genre de conversation? Son sujet, c'était de faire campagne. Il s'en est pas occupé. Non, il s'en est pas occupé. D'ailleurs, dans une campagne, il y a un trésorier qui s'occupe des problèmes financiers. Chacun son rôle. Il y a des gens chargés de la logistique, de l'organisation. Mais plus globalement, est-ce que ça vous paraît... Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Et en tout cas, vous ne pouvez pas croire ou vous ne voulez pas croire? Non, je ne peux pas croire que ce soit vrai. Je ne veux pas non plus croire que ce soit vrai. Mais est-ce que c'est normal, simplement, plus globalement, est-ce que c'est normal de faire travailler pour des montants aussi importants, on parle de plusieurs millions, entre 6 et 8 millions d'euros, est-ce que c'est normal de faire travailler des amis, des anciens collaborateurs? Est-ce que, du coup, ça aurait pas été plus simple, tout simplement, de choisir des gens avec qui Jean-François Copé n'avait pas de lien? Non, mais on peut aussi choisir des ennemis, on peut aussi choisir des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Tout ça devient une folie. Il y a une folie de suspicion dans notre pays avec laquelle il faut rompre. Faire travailler ses amis n'a rien de honteux à partir du moment où vous n'enrichissez pas vos amis sur le dos des militants et des sympathisants. Vous le connaissez, Bastien Mignot? Pas du tout. Pas du tout, jamais rencontré, jamais vu, jamais parlé? Je l'ai sans doute croisé, mais non, je pas du tout. Et pour les militants, vous commenciez à le dire à l'instant, tous ces militants qui ont fait des chèques personnels pour sauver l'UMP, qui ont fait sans doute des efforts, qu'est-ce qu'ils pensent ce matin? Je pense que ce matin, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, soit de l'amertume, soit de la colère. De la colère pour ceux qui considèrent que cette accusation est sans fondement, et de l'amertume pour ceux chez lesquels elle laisse un doute. Vous savez, ça fait toujours du mal. Mais va rester, mais ça fait toujours du mal. Vous lancez des accusations. Regardez toutes les accusations lancées contre toutes sortes de personnalités politiques depuis quelques années maintenant, dont la plupart, disons 95% au moins, n'ont abouti à rien. Elles ont fait du mal. Vous savez, quand un juge d'instruction met quelqu'un en examen et qu'il se révèle finalement innocent, il bénéficie d'un non-lieu ou qu'il est relaxé par le tribunal, ça laisse des traces. Quand vous êtes accusé, il y a toujours des traces, surtout dans le climat dans lequel nous sommes. Sur le journal Le Point, au-dessus de l'affaire Copé, il y a marqué « Sarkozy a-t-il été volé ?» Si l'affaire était vraie, il aurait été volé. Voilà, il aurait été volé en ce sens que on aurait surestimé les coûts de sa campagne. Et que par conséquent, ça aurait joué un rôle, sans doute, dans la décision du Conseil constitutionnel. Mais pour vous, non, moi je pense qu'il faut cesser d'épiloguer sur cette affaire en l'absence de preuves réelles et sérieuses. Il y a une chose quand même qu'on voudrait comprendre, c'est simplement au-delà des preuves, au-delà de savoir si c'est vrai ou pas, le fait que ça sorte quand même, c'est la chose la plus importante. Bien sûr, le fait que ça sorte maintenant, Jean-Pierre Raffarin hier disait à qui est-ce que ça profite à 4 semaines des municipales?
Je n'en sais rien. On peut dire que ça profite aux ennemis de Jean-François Copé, à tous ceux qui n'aiment pas l'UMP. Il en a beaucoup des ennemis, Jean-François Copé. Tout le monde a beaucoup d'ennemis en politique. Qui a ça intérêt profite au Parti socialiste. Je vais vous dire à qui ça profite le plus. Néanmoins, tous ceux qui pensent que ça peut leur profiter en dehors des extrêmes se trompent. Ça ne profitera qu'aux extrêmes. Ça ne profitera qu'à ceux qui professent tous les jours le tous pourri. Voilà. Même si ce n'est pas vrai. Mais au sein de l'UMP, on a quand même le sentiment que la guerre des clans... Beaucoup de gens qui jouent avec le feu. Non, je ne crois personne. Ce n'est pas le retour de la guerre des clans. Je ne crois personne d'assez irresponsable et d'assez déloyal, non pas vis-à-vis de Jean-François Copé, mais de sa famille politique, pour sortir ce genre d'affaires, encore une fois, avec si peu d'éléments. Laurent Wauquiez a dit hier, la seule façon de lever les interrogations serait de publier les comptes de l'UMP pendant cette période-là. Est-ce qu'il faut le faire ? Mais les comptes de l'UMP, si à ma connaissance, sont parfaitement accessibles. Donc ils jettent de l'huile sur le feu ? Mais non, mais très bien que tout le monde puisse consulter les comptes de l'UMP. De toute façon, dans cette affaire, on doit pouvoir consulter les comptes des sociétés concernées, les comptes de l'UMP. Tout ça doit être public. Est-ce que l'UMP est à bout de souffle ? Alors, l'UMP, pour l'instant, est en convalescence. L'UMP, c'est vrai, a pour l'instant du mal à remplir le vide laissé par Nicolas Sarkozy et a du mal à se repositionner sur les idées, sur les valeurs, sur les principes à partir desquels nous pouvons espérer un jour gouverner à nouveau. Mais on a l'impression qu'à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la lutte entre les hommes, de la lutte sur les idées, des doutes, vous savez, la politique, des questions d'honnêteté. La politique, c'est humain. C'est humain, ça se fait avec de l'humain. Bon, l'humain a ses grandeurs et ses faiblesses. Il y a un moment aussi où on attend des hommes politiques qui soient capables de dépasser l'humain quand même, non ? Ah non, ça je préfère un homme politique humain que parfaitement inhumain, si vous préférez, si vous voulez. Mais est-ce qu'il ne doit pas dépasser tout ça quand même 21 mois après la défaite ? Rappelez-vous dans quel état était le Parti Socialiste à la même époque, après les élections perdues de 2007, entre Madame Royal et Madame Aubry. C'est humain, voilà, c'est humain tant que n'a pas émergé... Mais est-ce que vous n'avez pas la responsabilité ? N'a pas émergé un nouveau leadership. Est-ce que vous n'avez pas la responsabilité vis-à-vis de votre électorat, vis-à-vis de ceux qui ont cru en vous, qui aimeraient y croire à nouveau, probablement ? Est-ce que vous n'avez pas la responsabilité de dépasser tout cela ? Vous dites c'est normal, c'est humain. Mais c'est normal, par exemple. Comme si vous étiez défaitiste, quoi. Pas du tout, mais... il faut prendre la vie telle qu'elle est et il faut se battre pour reconstruire un corpus d'idées, de valeurs, de principes. Est-ce que vous vous battez ? Vous dites qu'il faut se battre. Oui. Est-ce que vous battez ? Il se trouve que nous ne sommes pas tous d'accord sur ce qu'il faudrait faire, sur les idées, les principes, alors qu'il n'y a plus d'un leadership aussi fort qu'il y avait du temps de Nicolas Sarkozy était à la tête de l'UMP puis ensuite à la tête de l'État. Donc le problème c'est un problème de chef. Mais c'est à la fois de chef malgré tout, leadership. Vous dites, le problème c'est qu'il ne s'est pas remis du fait que Nicolas Sarkozy ne soit plus vraiment là. Il a laissé un grand vide. Il faut que ce vide se remplisse. Pour l'instant, il n'est pas. Jean-François Copé fait pas vraiment le job de ce point de vue-là. Mais il n'a jamais été question pour qui que ce soit, y compris pour ceux qui l'ont soutenu, qui ont voté pour lui, qu'il soit le remplaçant de Nicolas Sarkozy. Pas plus d'ailleurs que ceux qui ont voté pour François Fillon n'ont pensé à l'instant qu'il allait le remplacer. Si on vous écoute, il y a juste une solution, c'est que Nicolas Sarkozy revienne. C'est une des solutions. Mais maintenant, je veux dire, solution, est-ce que vous avez encore du temps à perdre comme ça dans cette espèce de jeu de chaises vides ? De quoi L'UMP a simplement le choix aujourd'hui entre faire de sa diversité, de ses différences, y compris de la diversité de ses ambitions. Elles sont normales en politique. L'UMP a le choix entre en faire une richesse ou au contraire se déchirer et en faire un appauvrissement. Mais vous savez, les partis politiques ne meurent pas tant de l'absence de débat, de l'absence de talent, ne meurent pas tant du trop-plein de talent, de débat, d'ambition, etc. Mais ils meurent de l'absence de débat, de l'absence de talent, de l'absence d'ambition. Et aujourd'hui, c'est ça le problème de l'UMP ? Aujourd'hui, l'UMP a du mal à organiser le débat interne, a du mal à organiser la concurrence des idées, la concurrence des ambitions aussi. Elle a du mal à en faire une richesse. C'est à ça que nous devons travailler. Donc moi, j'appelle tous mes amis à faire en sorte que ce soit une richesse plutôt qu'un appauvrissement. On ne s'en sortira ni en se déchirant,
ni en verrouillant. Sauf que vous parliez, et à chaque fois qu'on parle quand même des problèmes de l'UMP, vous répondez l'UMP ne s'est pas remis de l'absence ou du vide laissé par Nicolas Sarkozy. Elle ne s'est pas encore remis, mais tous les partis qui perdent une élection présidentielle, qui perdent la majorité, qui perdent des élections, traversent une phase de doute. Mais en réalité, il n'est pas vraiment parti. Quand on voit que dans quelques heures, Nicolas Sarkozy sera aux côtés d'Angela Merkel en Allemagne, on voit bien qu'il n'y a pratiquement pas une semaine qui se passe sans qu'il soit d'une manière ou d'une autre présent. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il faut aller plus loin, plus vite? C'est parce que vous le suivez partout. Parce qu'il vous obsède. Non. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement le fait que lui-même envoie des signaux? Non, lui-même. Il crée ce système de signaux. Lui-même vit sa vie. Il accompagne sa femme dans sa tournée de concert. Il vit sa vie de couple. Il vit sa vie en voyageant. Il fait des conférences à l'étranger. Non. Henri Guénaud. C'est quoi? Vous dites non, c'est juste parce que vous le regardez, mais lui, il vit sa vie. Il y a plus que ça. Quand il va au meeting de Nathalie Kosciusko-Morizet, quand il va rencontrer Angela Merkel, tout ça, c'est pas juste des petites choses de la vie. À l'étranger, il rencontre le Premier ministre ou le président de l'État dans lequel il sera, avec lequel il avait des relations. Avec Angela Merkel, il avait des relations amicales. Et il rencontre Angela Merkel. Est-ce qu'il faut qu'il fasse plus? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand vous dites ça fait 21 mois que l'UMP est en convalescence, qu'il y a un problème, que ça ne va pas? Nicolas Sarkozy n'est pas destiné à être le sauveur de l'UMP. Voilà. Il est destiné, si les circonstances l'exigent, si le pays le veut, si les Français le souhaitent, il est destiné éventuellement à être celui qui répondra qui relèvera les défis de la France. Voilà. C'est ça, d'accord. Pas le sauveur de l'UMP, mais oui, quand on a été président de la République, on revient pas pour être le sauveur de son parti. On revient éventuellement pour apporter quelque chose à son pays. Henri Guénaud, est-ce que vous attendez pas simplement le retour de Napoléon de l'île d'Elbe? Le mot n'est pas de moi, mais simplement de Pierre Lelouch à votre micro il y a quelques jours, qui me disait tout simplement il y en a qui l'attendent comme le retour de Napoléon de l'île d'Elbe. On voit que ça c'est pas très bien terminé. D'abord, je n'ai jamais confondu Nicolas Sarkozy avec Napoléon. Je dois dire, j'ai une grande admiration pour l'empereur, mais voilà, je ne confonds pas les deux personnages. Deuxièmement, s'il devait revenir, j'espère que ça a duré plus de 100 jours. Mais est-ce que vous n'avez pas ce sentiment d'une espèce d'attente qui fait que d'un côté, quand on attend, on ne fait rien d'autre, et quand on revient, on ne sait jamais si ça va fonctionner? Qu'est-ce qui nous empêche de faire quelque chose? Qu'est-ce qui nous empêche de penser, de réfléchir, d'avoir des débats? Est-ce que c'est pas tout simplement cette présence de Nicolas Sarkozy comme une espèce d'ombre tutélaire permanente qui vous handicape tous? Non. Moi, ça ne m'handicape pas du tout. Je pense que rien n'empêche de réfléchir, d'écrire, de parler, de venir vous voir sur les plateaux de télé, d'aller à la rencontre des militants. Et ça, c'est votre mot à tous. Le constat, c'est quand même que l'UMP ne va pas bien. Et le pays non plus, d'ailleurs. Le Parti socialiste, pas mieux. Du coup, raison de plus pour que les partis aillent un peu mieux et soient une alternative, non? Ils sont aussi à l'image des crises que nous traversons, les partis. Il y a une crise qui est un défi terrible. Ceux qui disent on sait ce qu'il y a à faire, il n'y a pas besoin de réfléchir, racontent n'importe quoi. Il faut remettre en cause nos idées, nos comportements, notre façon de faire de la politique, notre façon de voir les choses. Dans 3 semaines, il y aura les élections municipales. Regardez les crises que nous sommes en train de traverser. Pour en sortir. Mais raison de plus pour que vous soyez d'autant plus responsable, non? Mais être responsable, c'est réfléchir pour trouver des réponses. C'est réfléchir pour savoir comment on peut transgresser. Plus le pays va mal et plus vous devriez vous porter bien. Mais moi, pour apporter une vraie réponse, non, quand le pays, quand c'est aussi compliqué, quand les Français vont aussi mal, eh bien, ça demande un travail sur soi très important pour essayer de trouver des réponses à des maux aussi profonds, à des crises aussi graves. Les municipales. Jean-François Copé a redit il y a quelques jours qu'il appelait les Français à dire stop à Hollande à travers leur bulletin de vote. Est-ce que c'est pas accepter l'idée que l'UMP désormais ne fait plus envie en soi, mais ne peut être qu'un choix par défaut? Non, mais vous savez, non, je crois pas qu'on puisse dire ça. La politique, ça commence souvent par une claire idée de ce à quoi on s'oppose. Je dis juin, ça commence par là. Donc l'UMP aujourd'hui, c'est l'alternative, mais c'est pas forcément une offre en soi. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il faut aussi être capable de parler à tous les gens qui ont envie de dire non à tout. Il ne suffit pas de dire non à M. Hollande. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont envie de dire non à tout parce qu'ils ont le sentiment que c'est la dernière façon qu'il leur reste d'exprimer leur liberté. C'est à eux que vous voulez vous adresser? Voilà, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Sinon, c'est à eux qu'il faut avoir quelque chose à dire. Tous ceux qui ont le sentiment, et ils sont ultra majoritaires aujourd'hui, qui ont le sentiment qu'on les dépossède de leur vie et de leur destin. Donc, comment nous allons leur rendre la maîtrise de leur destin? Il y a justement quelques idées pour des outils. En tout cas, François Hollande maintenant mise beaucoup sur le pacte de responsabilité. Et c'est aujourd'hui que les négociations commencent. Est-ce que ce pacte, vous y croyez? Non.
Non, je n'y crois pas depuis le début. Je ne crois pas à ce pacte parce Vous ne que... faites pas partie de ceux qui ont dit chiche. Mais non, je ne dis pas chiche à une proposition qui consiste à dire, voilà, je vais faire des baisses de charges et vous allez vous engager à créer des emplois. L'économie ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde le sait. C'est une fumisterie. J'ai même dit que c'était une ânerie. C'est une fumisterie. Mais présenté ainsi, c'est une fumisterie. On se moque du monde. L'économie ne fonctionne pas comme ça. C'est pas sur BFM Télé que je vais expliquer qu'une entreprise ne peut pas prendre des engagements d'augmentation de ses effectifs en contrepartie d'une baisse de charges. Cela dit, Pierre Gattaz lui-même a dit qu'il était prêt à prendre un certain nombre d'engagements. Non, il a dit des engagements de moyens, de mobilisation. Il n'a jamais dit qu'il était engagé. C'est pas du tout des engagements de résultats, pas du tout. Pas du tout ce qui a été présenté par le président de la République lors de sa conférence de presse. Et d'ailleurs, ce qui sortira ne ressemblera sans doute en rien à ce que le président de la République avait annoncé lors de sa conférence de presse. Parce que ça n'est pas possible. Parce que Pierre Gattaz lui-même, avec son entreprise, ne va pas prendre l'engagement. Pour vous, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, ça ne ressemblera pas à ce qu'il a annoncé, parce que ça n'est pas possible, parce qu'aucun chef d'entreprise ne peut prendre ce genre d'engagement, parce qu'aujourd'hui les marges des entreprises sont faibles. Si vous baissez les charges, elles vont commencer par reconstituer leurs marges. Quand elles auront reconstitué leurs marges, éventuellement, si elles sont optimistes sur l'avenir, elles investiront, et ensuite peut-être créeront-elles des emplois. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas baisser les marges. Parmi les autres outils, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas baisser les charges. Au contraire. Parmi les autres outils, Arnaud Montebourg relance le patriotisme économique. Il a notamment hier taclé la grande distribution en disant qu'il ne privilégiait pas suffisamment le Made in France, qu'il voulait les sanctionner avec, je cite, un bon coup de pied aux fesses. Est-ce que ça, vous applaudissez ? Oui, moi j'applaudis souvent la philosophie qui est celle de Monsieur Montebourg quand il défend les intérêts français, qu'il appelle chacun à ses devoirs et qu'il remet en premier rang le rôle naturel de l'État dans l'économie pour protéger les intérêts des Français. Bon, cette communication-là, cette façon de provoquer me paraît pas la meilleure façon d'illustrer son action. Voilà, je crois que c'est pas je crois que c'est pas comme ça qu'on règle. Quand vous entendez, c'est quand même le mot patriotisme qui revient énormément dans la bouche de tous les hommes politiques, de tous les côtés d'ailleurs, parce que notamment évidemment Arnaud Montebourg, mais aussi Marine Le Pen. Quand vous entendez leurs deux patriotismes à eux, duquel vous vous sentez le plus proche, Marine Le Pen ou Arnaud Montebourg, sur cette question du patriotisme? Non, mais je crois que la question se pose pas comme ça. Moi, je suis un patriote, mais il suffit pas de sauter sur sa chaise en criant la patrie, pas plus que de sauter sur sa chaise, comme disait le général de Gaulle, comme disait le général de Gaulle. Non, il faut créer les conditions dans lesquelles le patriotisme puisse se développer, puisse être une réalité. La Compagnie nationale des mines, par exemple. C'est une bonne idée. Donc il y a quand même un certain nombre de choses au-delà de la philosophie dans les actes d'Arnaud Montebourg que vous applaudissez. Oui, mais que souvent le gouvernement contredit. Moi j'étais intéressé par ce qu'il avait dit sur Florange et sur la sidérurgie française. Il a été lâché en race campagne par monsieur Ayrault. Bon, il y a parfois, il faut que Jean-Marc Ayrault parte. Pour que le patriotisme économique soit une réalité, le patriotisme tout court d'ailleurs, hein, parce que le patriotisme économique c'est une notion un peu étrange, il faut que ceux qui ont en charge les plus hautes responsabilités de l'État et de la politique, mais aussi des affaires, ils croient à leur patrie, qu'on arrête de considérer que franco-français ou français, c'est un mot ringard. Est-ce que Jean-Marc Ayrault, puisque vous disiez que c'est lui qui a été revenu sur les idées d'Arnaud Montebourg, est-ce que Jean-Marc Ayrault doit partir ? C'est le problème du président de la République. Mais pour vous, il y a un moment où vous sentez une fatigue? Non, mais moi, je serais content que la majorité change, que le président change, que le gouvernement change. Non, mais voilà, maintenant, les Français ont choisi. C'est la responsabilité exclusive du président de la République, dès lors que la majorité parlementaire ne votera pas la défiance au gouvernement. Donc, c'est le président de la République qui décide. On voit bien, oui, que le gouvernement est en difficulté. Un dernier mot, Henri Guénaud. Patrick Buisson, selon le même journal Le Point, aurait enregistré des bandes et notamment des réunions avec vous, avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça vous paraît pensable que Patrick Buisson vous ait enregistré à votre insu? Et je ne peux ni ne veux croire que cela soit vrai. Si ça l'était, ça serait extraordinairement à la fois désagréable et insupportable. Voilà. Maintenant, là encore, moi je n'ai rien, je n'ai aucune raison. Face à tous ces doutes, vous dites je ne peux ni ne veux le croire. Mais voilà, parce que je n'ai aucune raison d'avoir des doutes sur la loyauté de Patrick Buisson. Vous attendez. Je n'ai rien trouvé non plus dans l'article du Point à l'époque. Je ne peux ni ne veux le croire. Merci beaucoup Henri Guénaud d'avoir été notre invité. Merci.